il y a l'armée turque Oui. qui est là, qui prétend être là en application des accords d'Astana, puisque Idlib est aussi une zone d'abaissement de tension Mhm. qui a été décidée à Astana 7. Hein, et normalement, donc, il devait y avoir des cessez-le-feu, si on veut dire, ou une interdiction. Bien entendu, ça exclut Daesh et Al-Nusra qui sont reconnus comme des organisations terroristes, mais comme on sait, toutes les organisations se sont divisées, ils se sont donné des noms différents, etc. Mais ils sont tous aussi terroristes les uns que les autres. À un moment Oui. donné, ils se battaient entre eux pour les butins, en fait, tout simplement, pour l'argent. Ils se battaient entre eux et l'armée turque est entrée pour renforcer les gens d'Al-Nusra, alors qu'ils étaient censés combattre Al-Nusra, puisque c'est l'organisation qui est reconnue comme terroriste et qui est terroriste sur la liste des organisations terroristes des Nations Unies. Bon, donc cette double face, je peux dire, ou volte-face, ou double face systématique des Turcs pose un gros problème puisqu'ils participent à Astana, ils participent aussi aux réunions de Genève. Ils sont censés être garants des terroristes pour les empêcher d'agresser la population et pour faire effectivement appliquer un cessez-le-feu entre guillemets, qu'ils arrêtent mais en fait ils les attisent et ils poussent effectivement à ces combats. Bon, on pense que il y a quand même toujours des pourparlers. Aujourd'hui, Erdogan, il est parti en Tunisie, il a fait un tour un peu dans tous les pays de la région. C'est en tout cas, c'est quelqu'un qui change de position tous les jours et, à mon avis, à qui on ne peut absolument pas faire confiance. Mais bon, ils sont là. C'est un pays qui agresse. En fait, l'armée turque est son intrusion en Syrie est une agression qui a été dénoncée aux Nations Unies par l'État syrien à plusieurs reprises et qui exige un retrait immédiat de l'armée turque, hein, qui prétend être là en application d'Astana, ce qui est complètement faux, et qui prétend être là pour garantir les organisations terroristes. Donc voilà, ça c'est un point qui reste vraiment très important à résoudre et on se pose la question, est-ce qu'il va y avoir une confrontation de l'armée syrienne avec l'armée turque bientôt, puisque l'armée syrienne avance Idlib. à Idlib et à Deir Zor pareil. Alors c'est pas à Deir Zor mais à l'est de Deir Zor, les Américains sont là aussi et qui interdisent effectivement qu'il y ait une avancée de l'armée syrienne. À chaque fois que l'armée syrienne avance, alors il y a les terroristes de Daesh que les Américains ont sauvés et qu'ils ont mis dans les équipes du FDS, là, des forces démocratiques syriennes, appelées forces kurdes, qui n'ont rien de Kurdes qu'une petite minorité. Il y a une minorité de Kurdes, il y a une minorité de tribus arabes et ce sont des gens qui sont soutenus, auxquels ils ont ajouté les rescapés de Daesh qui ont fui Deir Zor, El Mayadine et Boukamal
Les Américains les ont carrément sauvés en hélicoptère et qui les ont réorganisés ou recyclés dans les forces FDS, là, les forces démocratiques syriennes, qu'ils appuient et qu'ils dirigent, que les officiers américains et Mossad dirigent dans le nord de la Syrie, du côté de Raqqa. On peut dire aussi que l'armée syrienne a repris, a posé et reposé son contrôle aussi sur un certain nombre de villages du sud de Raqqa, du sud et de l'est, de l'ouest de Raqqa. Donc là aussi, en fait, le territoire dans lequel existent ces forces démocratiques syriennes ou ces bases américaines, ces forces américaines, il est très réduit et il se réduit de plus en plus. Mais bon, on va finir peut-être par aussi une confrontation, mais tout ceci, il y a tellement d'instances et de pourparlers entre... Bon, il y a quand même un dialogue là-dessus, je peux dire, entre les Russes et les Américains qui continuent. Donc là, c'est vraiment de l'affaire de ce niveau-là, je peux dire, là, au niveau de l'accord américano-russe. Bon, donc... Alors, Essar, justement, excusez-moi, oui. je voulais faire deux petites parenthèses oui. Pour, j'irai aller plus loin dans les propos que vous tenez actuellement. Vous m'avez dit hors ligne que vous trouviez scandaleux, et je partage tout à fait cette vision des choses, que les USA continuent de dire qu'ils sont les vainqueurs de Daesh. Et absolument. Voilà, déjà ça, rien que ça, c'est hallucinant, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que oui. Daesh n'a cessé d'avancer, n'a cessé de grappiller du terrain tant que la coalition US était soi-disant en train de la bombarder, hein, l'organisation terroriste. Hein. Il a fallu l'intervention, c'est seulement à partir du début de l'intervention des forces russes en Syrie que Daesh a commencé à reculer. Donc, bon, je veux dire, la méthode Coué, ça va bien 5 minutes, mais là, en l'occurrence, ça s'appelle un mensonge, et ça s'appelle une tromperie, une imposture. Hein. Tout à fait. Tout à fait, c'est complètement une imposture, d'autant plus que toutes les interventions de l'armée américaine ou de la coalition qui est sous direction de l'armée américaine ont été là pour retarder l'avancée de l'armée syrienne. Je voudrais rappeler quand même quelques moments forts où l'armée américaine a carrément bombardé l'armée syrienne, aussi bien dans la montagne Asarda, où l'armée syrienne était présente. Il y a eu des bombardements pendant 1 heure complète et une centaine de soldats syriens qui ont été tués et les autres ont été poursuivis par l'armée, par des avions Apache de l'armée américaine. Et 10 minutes plus tard, Daesh avait investi toute la colline Asarda. Qui surplombait Deir-Zur. Je rappelle aussi, ce sont vraiment les événements les plus criants. De la même manière, lorsque l'armée syrienne s'approchait de la base à Tenf aussi et oui. S'approchait des frontières syro-irakiennes, l'armée américaine et de la coalition a bombardé aussi l'armée syrienne pour retarder son avancée, mais malgré tout, nous avons avancé, nous avons rencontré, l'armée syrienne a rencontré l'armée irakienne de l'autre côté de la frontière syro-irakienne, et toute cette frontière a été largement nettoyée des terroristes et a été sécurisée. Et le dernier point, quand même, lors de
de la libération d'Abu Kamal. C'est pareil aussi, l'armée israélienne de lapsus significatif, l'armée américaine a aussi tiré sur l'armée syrienne pour faire en sorte qu'elle n'avance pas, qu'elle ne tue pas Daesh, et sans parler aussi des hélicoptères américains qui ont repêché tous les responsables de Daesh, les responsables étrangers de Daesh qui ont été repêchés pour être reconduits ailleurs. Ceci s'est passé aussi bien dans les montagnes du Qalamoun est et ouest, donc syriens et libanais, que dans le désert syrien, que Abu Kamal, que à Deir Zor, systématiquement les hélicoptères américains venaient repêcher les responsables de Daesh, et puis ils se retrouvaient aussi avec eux sans aucun problème dans les mêmes zones et dans les mêmes régions, sans aucun combat entre eux. Alors qu'ils viennent dire que ce sont eux qui ont défait Daesh, ça fait bien rire. Alors là-dessus aussi, les déclarations de Macron qui dit aussi que ce sont les forces alliées qui ont combattu le terrorisme en Syrie et en Irak, encore un gros mensonge qu'on répète et qu'on veut faire passer pour une réalité. C'est faux, c'est archi faux. Alors à chaque fois ils sont intervenus, c'est soit contre la population civile syrienne, comme ça a été dans la ville de Toufan, qui était aux frontières de Raqqa aussi, qui a été bombardée suite à l'attentat de Nice en France. Oui. Dès le lendemain, les avions français ont bombardé cette ville et ont enterré sous les décombres 300 personnes sous leur maison, sous leur toit. L'hôpital de Deir Zor national qui a été bombardé, les zones où les civils syriens allaient se réfugier fuyant les combats Daesh et les combats en fait entre Daesh et l'armée. Donc ça, c'est aussi les bombardements. Ils ont été bombardés par les forces de la coalition. Alors, dire après ça que ce sont les forces de la coalition qui ont combattu et défait Daesh, c'est vraiment une contre-vérité notoire. C'est d'ailleurs l'état-major russe qui a dénoncé l'attitude des forces aériennes de la coalition US, en particulier américaine, à proximité de Deir ez-Zor, où les flambants neufs F-22 Raptor américains ont tenté d'empêcher le bombardement de Daesh effectué par les forces aériennes russes avec des Sukhoi 25 qui sont connus comme des avions de frappe au sol. Et donc il a fallu l'intervention d'un Sukhoi 35, sauf erreur, pour faire fuir en fait l'avion américain. Et à plusieurs reprises, hein, c'est-à-dire que c'était pas seulement pour bombarder, mais c'était aussi pour protéger des convois humanitaires. Donc il y a une volonté manifeste des Américains de protéger Daesh et pas du tout de le combattre. Parce que là c'est très très net, c'est pas le seul exemple, hein, loin s'en faut d'ailleurs. Hein, on a de multiples exemples où les Américains ont joué la main plus que molle quand il a eu s'agit de frapper les terroristes de Daesh. Hein. Tout à fait. C'est pas plutôt la main molle, c'était plutôt la main forte pour les sauver. Oui, on peut voir effectivement ça sous cet angle-là, effectivement. Oui, tout à fait. Je voulais revenir, si vous me permettez, à un détail important que vous avez évoqué tout à l'heure, sans préciser qui étaient les victimes. Parce que c'est très important, et je vais, si vous le permettez, mettre l'accent sur quelque chose que l'état-major russe a dénoncé, avec une certaine inquiétude d'ailleurs. C'est-à-dire le fameux bombardement de la base aérienne russe de Khmeimim, donc dans le gouvernorat de Latakia, je crois, sauf erreur. Oui, tout à fait. Sujet à des tirs de mortier. Pardon ? Tartous, oui. Oui, Tartous, d'accord.
Mm. Donc c'est des tirs de mortier par les terroristes qui ont fait 2 victimes, c'est-à-dire des soldats russes. C'est exceptionnel, hein, c'est la première fois que des tirs de mortier ou quelques tirs que ce soit aient pu toucher cette base ou à proximité de cette base. C'est dire que à l'intérieur du gouvernorat d'Idlib, quelque chose se produit en ce moment et les Russes ont dénoncé en particulier l'arrivée d'armes nouvelles, d'armes sophistiquées qui inquiètent donc l'état-major russe parce que ça prépare probablement soit bien évidemment la résistance aux opérations militaires syriennes contre les terroristes dans le gouvernorat d'Idlib, mais ça peut aussi être malheureusement une nouvelle tentative d'offensive meurtrière pour essayer de conjurer en fait la défaite cuisante qui les attend. Hein. Et je ne parle pas simplement des terroristes, hein, je parle aussi des sponsors turcs, quoi qu'on en dise, et vous avez parfaitement souligné ça tout à l'heure, et évidemment les sponsors occidentaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, c'est clair. On note, bon, les Russes en ont parlé, nous en avons parlé aussi. L'arrivée d'armes nouvelles très sophistiquées, très précises, très dans les mains des terroristes n'est pas. C'est quelque chose qui est tout à fait, qu'on remarque tout à fait et qui se solde par des agressions nouvelles. Et ça montre aussi une volonté d'escalade à nouveau des hostilités. Alors d'un côté, des hostilités contre l'État et la population syrienne, alors que d'un autre côté, ils agitent le drapeau des rencontres de Genève, des pourparlers. Ils veulent participer à Astana, les Américains. Les terroristes participent déjà à Astana. C'est en fait encore une fois l'agression continue malgré toutes les victoires de la Syrie et de ses alliés aussi, la Syrie et ses alliés, et dont le plus important étant la Russie, l'Iran, je peux dire. Donc on voit tout de suite une volonté, une action de déstabilisation en Iran, des armes nouvelles aux terroristes pour viser quand même l'allié russe, je veux dire, dans la base d'Ahmemi. C'est un déploiement de 400 officiers dans la base militaire américaine qui se trouve à l'est de Deir Zor, donc entre Deir Zor et l'Irak. Tout ceci montre quand même qu'il n'y a absolument aucune volonté de baisse de tension du côté américain et du côté des pays de la coalition qui est sous direction américaine, et que tout ce bavardage, toutes ces activités, c'est plutôt du bavardage pour gagner du temps et au contraire réorganiser les terroristes dans des nouvelles factions, des nouvelles organisations auxquelles ils vont donner un nouveau nom, mais comme FDS, comme il y a eu d'ailleurs la formation de ce qu'ils appelaient l'armée syrienne nouvelle, hein. Oui. Je rappelle, donc dans le nord, ils sont en train de former une armée, soi-disant l'armée syrienne nouvelle. Les déclarations de certains pays occidentaux, dont la France, où disent les réunions ne représentent pas tous les Français et tous les Syriens. Pardon, ça c'est le Français Macron qui dit ça. Ces réunions où ces accords ne représentent pas tous les Syriens, comme s'ils étaient, ils s'arrogent le droit de parler au nom des Syriens. Et donc c'est aussi, ça montre aussi une volonté
de continuer les destructions et la déstabilisation d'une manière différente, hein. Mais c'est toujours en tablant sur les mêmes terroristes et sur l'organisation, sur leur armement, etc. Ceux qui sont déjà trop connus, discrédités comme Daesh et Al-Nusra, ok, on peut les laisser tomber et on va prendre d'autres avec des nouveaux noms, comme l'armée syrienne libre, comme le Front démocratique syrien, etc., qui ne sont rien d'autre que des masques nouveaux avec les mêmes terroristes, qu'on appelle Kurdes, qu'on appelle je sais pas quoi, etc., parce que FDS n'est pas plus représentatif des Kurdes que n'importe qui, quoi, que Al-Nusra, il suffit de mettre quelques Kurdes comme quelques personnes de n'importe quoi, quelques tribus, pour dire qu'ils sont une partie de la population syrienne, et on va leur faire une scission qui s'appelle le Kurdistan ou la partie kurde syrienne. Donc, de toute façon... justement, excusez-moi, Ezra, si vous passez cette remarque, cette boutade, hein, cette manière ironique de dénoncer ces soi-disant nouvelles forces syriennes, soi-disant pour libérer le peuple syrien, on peut peut-être s'attendre avec la sortie récente du dernier opus de la guerre des étoiles à ce que un jour peut-être les forces terroristes soient qualifiées de bataillons de chevaliers Jedi prêts à libérer les Syriens de la tyrannie du boucher de Damas. Enfin, je vous passe les détails. Tout à fait, mais c'est effectivement... Et ce qui est encore plus risible, c'est qu'ils continuent à les appeler forces kurdes, forces de armée syrienne de libération, nouvelle armée syrienne, nouvelle armée syrienne. Et donc voilà, en fait, ils forment une faction nouvelle tous les jours. Je tiens à dire quand même que dans les festivités que les Alépins ont réalisé ces derniers temps pour fêter le premier anniversaire de libération de leur ville, mais aussi les fêtes de Noël, du jour de l'an et de la fête du prophète Mahomet, où tout le monde a fêté tout ça ensemble en chœur et fêtant l'unité de tous les Syriens sous l'égide de l'État syrien et de la citoyenneté, je peux dire. Il y a eu pas mal d'organisations kurdes et des franges importantes de la population et de la communauté kurde qui a tenu une réunion qui discrédite complètement ces Kurdes qui sont vendus et qui sont soutenus par les États-Unis et qui disent que de toute façon ils ne se reconnaissent absolument pas ni dans leurs revendications ni dans leurs projets, que c'est un projet traître, qu'ils les appellent à ne pas se laisser aller aux promesses des Américains qui ne sont pas et que eux ils ne revendiquent que être citoyens sous l'égide de l'État syrien et qu'ils soutiennent toute l'armée syrienne, etc. Donc même à ce niveau-là, donc la communauté kurde syrienne a clairement montré son désaveu de ces forces dites démocratiques, dites syriennes. D'ailleurs, comme ça a été le cas au début des événements, où les Syriens ont toujours dénoncé et désavoué ce qui s'appelait à l'époque et qui existe toujours, mais on n'en parle plus, du Conseil national syrien,
et de la coalition nationale syrienne. Voilà, qui est devenue aujourd'hui la plateforme de Riyad. Hein, et clairement, maintenant, ils montrent leur appartenance à Riyad. Riyad, c'est les Saoudiens. Donc, c'est eux qui les payent. Donc là, c'est très clair. Les jeux sont clairs. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont fait foirer la dernière réunion de Genève, puisqu'ils sont venus avec une déclaration qui nous ramenait à la case départ, c'est-à-dire Assad doit partir, on repart à zéro, comme si de rien n'était, alors que les choses avaient beaucoup avancé dans certaines réunions. Dans une autre réunion, ils ont discuté. Il a commencé à y avoir une discussion autour de la Constitution, des élections, des je sais pas quoi, etc. Donc des détails et pas des détails qui sont importants, mais en fait c'était pas Assad doit rester, doit partir, puisque ça il le repose comme une condition préalable. Donc en fait ils ont fait effectivement foirer le dernier Genève. Hein, qui s'est fait, ils ont fait le constat qu'il n'y avait aucune possibilité de dialogue. Voilà. Donc, alors Essar, justement, nous arrivons à la presque toute fin du CITREP et nous allons aborder, je dirais, les éléments concernant les festivités qui se sont produites en Syrie, des salons professionnels, l'aspect culturel de ce qui se passe dans votre pays, évidemment la libération des villes avec les conséquences bien heureuses du retour des réfugiés chez eux. Oui. Alors effectivement, je peux dire que ces festivités sont religieuses, je peux dire, ont revêtu plutôt la couleur de la festivité de la victoire. Hein. Donc déjà il y a eu des messes communes de toutes les églises chrétiennes, mais aussi auxquelles se sont joints beaucoup de musulmans. Moi-même j'ai assisté à une messe très importante aussi à Damas, dans la vieille église de Zeytoun. Les rues étaient pleines de gens la nuit, alors qu'il y a eu pas mal d'obus dans la journée, mais les rues étaient pleines de gens, de jeunes qui faisaient des fanfares, des chants, etc., à la fois des chants religieux, mais aussi des chants patriotiques. Donc c'était vraiment très émouvant, très intéressant. C'était le cas dans toutes les villes. Dans toutes les villes de Damas, il y a eu, de la Syrie, pardon, il y a eu à Homs comme des messes très intéressantes et très importantes. Dans toutes les villes, vraiment, à Homs, à Hama, à Alep, à Deir Zor aussi. Donc des messes où les gens fêtaient le retour de la liberté, on peut dire, et fêter le retour, on espère, à la sécurité et à la vie normale de ces villes. Alors, dans les villes de Homs et de Hama, dans les villes d'Alep, il y a eu, pendant cette année, en fait, depuis la libération l'année dernière jusqu'à maintenant, d'Alep-Est, hein, il y a eu dans les villages d'Alep-Est 1 200 000 personnes qui sont revenues dans leurs maisons, en fait 600 000 dans les banlieues éloignées, on peut dire dans les villages d'Alep-Est et 600 000 dans la ville même. Il y a, bien entendu, l'État fait un effort surhumain, en fait, pour une reconstruction très rapide. Pas mal de rues de la ville, les rues principales ont été rétablies,
refaite complètement. Il y a eu 162 projets qui ont été réalisés dans la ville d'Alep. Il y a presque plus de coupures d'électricité dans cette ville. Il y a plus de 9600, je crois, unités de production et d'artisanat qui ont redémarré dans la région de Sheikh Najjar, qui est aussi la zone industrielle d'Alep-Est, qui recommencent à travailler. Dans cette mouvance, il y a eu des salons des salons du textile, des salons qui s'appellent Fabriqués en Syrie, du textile et de l'industrie vestimentaire. Donc Alep est connu pour ça. Donc il y a eu un salon au Liban, un salon en Irak, à Bagdad, un salon syrien à Bagdad et un salon syrien aussi qui maintenant au Caire, je crois. Et en fait, tout ceci, c'est fabriqué en Syrie pour promouvoir l'industrie syrienne et pour montrer que l'industrie syrienne redémarre et elle redémarre rapidement. Alors justement, avec l'énergie de ces hommes d'affaires syriens, des investisseurs syriens aussi, donc, et des hommes d'affaires syriens. Oui, pardon. Alors, est-ce qu'on peut avoir espoir de retrouver le fameux Salon d'Alep un jour sur les étals en France, ou en tout cas un peu partout, parce que malheureusement la guerre terroriste avait stoppé l'industrie du savon d'Alep. Oui, bien sûr, mais il y a des industries qui ont redémarré, effectivement, et aujourd'hui, donc, il y a une volonté d'améliorer et puis d'encourager l'exportation. Oui, bien sûr. Je voulais rappeler quand même aussi qu'il y a une partie du souk d'Alep, du souk ancien d'Alep, qui a été aussi restauré et qui reprend vie. Ça, c'est très important, très symbolique pour les habitants d'Alep. Ce souk qui date de milliers d'années et qui a été complètement détruit. Bon, aujourd'hui, il y a une restauration qui se fait à grands pas, je peux dire, de ce souk. Aussi, il y a la foire internationale de Damas. Alors, cette foire, ce salon qui s'appelle Fabriqué en Syrie, il va avoir lieu aussi la semaine prochaine à Damas. Donc, il commence à Damas pendant 3 jours et il part après en Irak pour plusieurs jours. Là, c'est un point important et cette activité importante aussi bien de l'industrie syrienne et de la production. Je peux dire aussi que cette année, la production d'agrumes a été aussi assez importante. Donc, il commence à y avoir aussi une exportation de l'industrie des agrumes, c'est des produits agricoles. La Syrie est connue et reconnue pour ses agrumes, pour son huile d'olive, pour ses oliviers aussi. Bon, qui malgré les destructions reprennent la production. Je peux dire quand même que les terroristes ont coupé des milliers d'arbres d'oliviers, ce qui rappelle exactement la pratique israélienne dans les territoires occupés. Absolument. Voilà. Oui. Alors, il y a eu pas mal d'activités sportives, alors des tournois. Il y a eu le festival d'équitation qui est très important aussi, qui a eu lieu en Syrie ces derniers temps. Il y a des activités
des scientifiques, des olympiades de l'informatique et des comment on appelle ça, de la robotique, hein, aussi, auxquels participent beaucoup de jeunes. Le film syrien Le Père a été primé en Inde dans un festival sur les films documentation de la guerre. Il a été primé donc le mois dernier. C'est le réalisateur Abbas El Khatib, qui est un réalisateur syrien d'origine palestinienne, qui est absolument qui a fait le film, d'ailleurs, la trilogie La Mer, et puis plusieurs films comme ça. C'était La Mer, et puis là, ça me sort de la tête, mais c'est pas grave, on les retrouve facilement. Qui ont été d'ailleurs exposés. Ces films ont été passés aussi dans des circuits militants en France. Donc voilà, il y a bien sûr, il y a eu des soirées très importantes en fait aussi à l'opéra. Donc des concerts, des soirées qui relatent danse et concerts. Il y a eu plusieurs concerts, une série de concerts de la troupe Al-Farah, la joie, qui était allée en France faire un tour l'année dernière, ou cette année 2017, qui a fait plusieurs concerts en France dans les églises. C'est une chorale, hein, c'est une chorale qui aussi réunit des enfants, des adultes, etc. Mais des enfants et des jeunes et des adultes, enfin des jeunes, des adolescents, je peux dire, qui sont des musulmans et des chrétiens, qui avait fait une tournée en France en mars-avril 2017. D'accord. C'est le Père Zahlaoui. Voilà, donc il y a vraiment, je peux dire, il y a un air de fête et un air de victoire dans toutes ces activités. Bien entendu, il y a toujours dans les centres culturels et dans toutes les villes, pas seulement des festivités, mais il y a aussi des expositions de peinture, de sculpture, d'art, dans toutes les salles de concert, il y a aussi des jeunes créateurs de musique, qui font de la musique arabe ancienne ou de la musique métissée à musique arabe, jazz, etc. Bon, toute cette création continue. On la voit parfois aussi, on voit des jeunes qui jouent dans la rue. La meilleure, alors, c'est une troupe qui a été formée avec les enfants de rue, je peux dire, les enfants orphelins qui avaient perdu leurs parents dans cette guerre horrible, hein, qui ont été repêchés par une association. Ils ont appris à faire de la musique et aujourd'hui c'est un groupe musical qui est vraiment où les enfants ils vont de 5 à 15 ans. Et c'est très touchant, émouvant, qui jouent et qui chantent, mais de manière absolument émouvante. Moi, j'ai assisté à leur concert, j'ai pleuré vraiment dans le concert, tellement ils étaient beaux, émouvants et très professionnels malgré leur jeune âge. Donc, parce qu'ils ont appris avec des professionnels de haut niveau. Et franchement, tout ça, c'est du travail, comment dire, c'est du volontariat, bien entendu.
mais ça montre à quel point il y a des possibilités dans ce peuple, vraiment. Et excusez-moi, je suis un peu émue. Je vous en prie, je vous en prie. Et ils sont, comment dire, ils arrivent à faire vraiment des choses merveilleuses. Et c'est un peuple qui vivra, qui reconstruira très vite. Et c'est pas pour rien qu'on a 10 000 ans d'âge. Bien, et Sarah, est-ce qu'on peut dire qu'on a terminé le CITREP sur cette note particulièrement touchante? Oui, absolument, on peut dire, et on peut saluer tous les peuples du monde aujourd'hui pour dire que la victoire de la Syrie, c'est la victoire de tous les peuples du monde, vraiment. Je partage tout à fait votre avis sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Voilà, bah écoutez, merci de votre disponibilité, de vos informations, de votre voilà, de tout ce que vous nous apportez à travers ce CITREP, qui est extrêmement important pour nous en France, pour savoir, pour ne pas se laisser embobiner par la propagande occidentale, à travers les médias mainstream. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente année, pleine de superbes surprises comme celles qui ont commencé à émerger en fin d'année dernière. Et je vous retrouve dans le prochain CITREP dans 15 jours. Merci beaucoup et à dans 15 jours. Et merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais que vous fassiez connaître effectivement la vérité en diffusant ces CITREP autour de vous. Et merci beaucoup et bonne année. Excusez-moi, excusez mes larmes. Je vous en prie, ça. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée, Tom.